Tout de suite, classe télévisée. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons. Bonjour chers élèves, chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez à partir de vos postes téléviseurs. Nous vous remercions encore parce que vous êtes branchés sur la chaîne EduTV. Et si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est pour parler de notre cours de mécanique appliquée, où nous allons avancer avec la leçon sur l'électricité du moteur à explosion. L'électricité du moteur à explosion. Donc, nous allons parler de cette leçon aujourd'hui. Mais la fois passée, nous avons laissé un devoir dont nous allons chercher à faire sa correction tout à l'heure là. Mais avant de passer à cette correction, nous voulons dire ceci, que nous sommes dans une période vraiment très difficile où la pandémie mondiale est en train de détruire le monde. Donc, il nous est tous demandé de nous laver régulièrement les mains avec du savon, de tousser sur les plis de notre coude et de respecter la distanciation sociale d'au moins 1 mètre. Et surtout, éviter aussi des baisers. On commence notre leçon d'aujourd'hui à travers le devoir que nous avons laissé la fois passée. Bon, correction du devoir. Ouais, nous avons quelques points là-bas. Il y a le point E qui est représenté là-bas. Là-bas, nous mettons un point F. Et de l'autre côté, nous mettons un point G. Au-dessus, là-bas, nous représentons le point H. Un peu là-bas, nous avons le point I. Et à faire des comptes, nous avons la lettre J. Et on avait 5 assertions où nous avait demandé d'indiquer la proposition fausse. D'indiquer la proposition fausse. Parmi ces assertions, nous avait dit, le taux de compression du moteur à essence vaut OB sur OA. Au point 2, on dit pendant l'échappement, le vilebrequin fait un cycle. Le vilebrequin fait un cycle de AB plus
AD plus IB, tout ceci multiplié par 180 degrés sur AB. À section 3, on dit l'angle d'ébauchage. L'angle d'ébauchage de la came d'admission. L'angle d'ébauchage de la came d'admission est égal à AB plus IB plus EB, tout ceci multiplié par 90 degrés sur AB. La section 4, on dit la course du moteur indiqué. La course du moteur indiqué est égale à 4 multiplié par AB sur pi multiplié par l'alésage au carré. Et le point 5, on nous avait dit là-bas que le point C vaut 50 degrés. Ouais. Nous avons 5 sections là-bas et nous avons le diagramme de notre moteur. Pour ne pas perdre trop de temps, vu le temps, on va partir directement et faire notre exercice et puis pour trouver, parce qu'on nous a demandé de trouver d'indiquer la proposition fausse. On dit au point 1, le taux de compression est égal au OB est égal à OB sur OA. Résolution. Nous sommes au point 1. On dit là-bas, le taux de compression est égal à OB sur OA. Mais avant de trouver si cette réponse-là est bonne ou elle est mauvaise, nous allons d'abord appliquer la formule du taux de compression. Et nous savons tous que le taux de compression est égal à la chambre de combustion plus la cylindrée d'un cylindre sur le volume de la chambre de combustion. Maintenant, on va comparer. Est-ce que la formule conventionnelle du taux de compression que nous avons là-bas, est-ce qu'elle est égale à celle-là? D'abord, nous allons recourir. Où est-ce qu'on peut trouver le volume de la chambre de combustion? Si on revient avec dans notre diagramme, je crois que monsieur le caméraman est en train de nous aider. Suivez très bien, vous tous ceux qui êtes branchés dans vos postes téléviseurs. On remarque que le volume de la chambre de combustion est compris entre les points O et A. Donc, on peut dire là-bas, le volume de la chambre de combustion est égal à OA. Et la cylindrée d'un cylindre, on remarque là-bas, dans notre diagramme là-bas, nous avons notre cylindrée, la cylindrée de notre cylindre, qui est compris entre le point mort haut et le point mort bas. Parce que nous avons dit que la cylindrée d'un cylindre, c'est le volume qu'engendre le piston lorsqu'il se déplace entre les points morts. Donc la cylindrée d'un cylindre, là-bas, on peut dire est égal au point AB. Et si on retourne ici à la formule du taux de compression, ceci va nous donner le volume de la chambre de combustion qui est égal à OA plus la cylindrée d'un cylindre qui est égal au point AB qui représente la distance entre les deux points morts sur le volume de la chambre de combustion là-bas qui est égal à OA. Et qu'est-ce que nous allons conclure par là? Si on prend OA plus AB, on retourne toujours, nous sommes toujours dans notre diagramme. Nous remarquons là-bas que le point OA plus le point AB, on peut dire que ça nous donne la distance qui est entre le point O jusqu'au point B. Donc, on peut dire là-bas, OA plus AB est égal à la distance OB sur
la distance OA. C'est ça la formule de notre taux de compression. Si on les compare avec ce qui nous a été donné, on dira là-bas que la formule du taux de compression là-bas, elle est bonne. On passe maintenant à la deuxième assertion. À la deuxième assertion, on nous dit, pendant l'échappement, le vilebrequin fait un cycle de, on dit pendant l'échappement, mettons d'abord ce qui nous est donné là-bas. Pendant l'échappement, le vilebrequin fait un cycle de AB plus AD plus IB. Tout ceci, on va les multiplier par 180 degrés sur AB. Avant de voir si cette assertion-là qu'on nous a donnée au point D, si elle est bonne, nous allons d'abord chercher à appliquer la formule qui est le fil de l'angle que le vilebrequin décrit lors de l'échappement. Nous savons tous que l'échappement est égal à l'avance à l'ouverture d'échappement plus 180 degrés plus le retard à la fermeture d'échappement. Ça, c'est la formule. En tout cas, je vais encadrer ça. Parce qu'on va se référer à cette formule-là. Et maintenant, nous allons voir le point AB, c'est quoi? Quand nous avons le point A et le point B, d'abord le point A représente le point mort haut. Et le point B représente le point mort bas. Et les deux points, nous avons dit, c'est ces deux points qu'on a limités pour le déplacement du piston. Et lorsque le piston quitte le point mort haut vers le point mort bas, il réalise un angle de 180 degrés. Donc, déjà là-bas, nous savons que la distance AB est égale à 180 degrés. Et ici, on nous a donné aussi le point AD. On doit d'abord chercher. Le point D, c'est là. Elle est représentée par là. Quand on dit le point AD, donc on va prendre le point A qui représente le point mort haut. Donc, on a pris le point A du point mort haut et le point D, on les a assemblés. Et le point D indique quoi? Nous avons dit que lorsque nous avons expliqué le cycle réel du moteur à explosion, nous avons dit que lors de l'échappement, lorsque le piston quitte le point mort bas pour se diriger vers le point mort haut, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, la soupape d'échappement va se fermer avec un retard. Le piston arrive déjà à la fin de la course de l'échappement, mais la soupape d'échappement ne se ferme pas. Au moment où le piston commence à faire la course de l'admission d'un autre cycle, la soupape d'échappement vient se fermer avec un retard. Donc, le point AD, nous allons dire que le point AD indique le retard à la fermeture de la soupape d'échappement. Et là encore, nous avons le point IB. Et que représente maintenant le point IB? Nous avons le point I qui est là-bas. Et le point B, ça représente le point mort bas. Et quand on prend IB, donc le point I indique quoi? On remarque que non, c'est l'avance à l'ouverture d'échappement. Parce que nous avons dit que lors de l'échappement, la soupape d'échappement s'ouvre avec une certaine avance, mais elle se ferme aussi avec un retard. Donc le point IB indique l'avance à l'ouverture d'échappement. Et maintenant, s'il faut retourner à notre échappement, remplacer la formule la formule générale là-bas, nous avons AOE. AOE, dans la formule, on dit que AOE est représenté par IB. IB plus 180 degrés. Or, 180 degrés, nous disons que c'est le point AB. Donc, parce que nous disons que lorsque le piston quitte le point mort A vers le point mort bas, il réalise un angle de 180 degrés. Donc, quand nous avons déjà 180 degrés, ça représente la distance
qui est entre le point A et le point B. Et là-bas, on dit plus le retard à la fermeture d'échappement. Le retard à la fermeture d'échappement, ici, on remarque qu'il est représenté par le point A2. Et là-bas, on nous dit, tout ceci, il faut les multiplier par 180 degrés sur AB. Or, AB, nous disons, ça représente aussi combien de degrés? 180 degrés. S'il faut les supprimer comme ça, donc l'échappement là-bas va nous donner IB plus AB plus AD. Donc, s'il faut les comparer maintenant avec notre formule générale de l'échappement, on verra que IB, que nous avons dit, est représenté par l'avance à l'ouverture d'échappement. Oui, IB est là, 180 degrés. Nous disons que c'est la distance qui est entre A et B. AD, on nous dit que c'est le retard à la fermeture d'échappement. Donc, ce qui nous indique que la deuxième assertion aussi, elle est bonne. On passe à la troisième assertion. Et là, on nous dit l'angle de bossage de la came d'admission. L'angle de bossage de la came d'admission est égal à quoi là-bas? On dit est égal à AB plus IB plus EB multiplié par 90 degrés sur AB. Et qu'est-ce que nous allons faire là-bas? D'abord, on dit l'angle de bossage de la came d'admission. Et lors de la leçon précédente, nous avons dit ceci. L'arbre à came tourne à une vitesse moitié à celle du vilebrequin. Or, nous savons déjà que pour le vilebrequin, lorsqu'il réalise par exemple un angle de 180 degrés, c'est que l'arbre à came va réaliser un angle de combien? De 90 degrés. Pourquoi? Parce que l'arbre à came tourne à une vitesse moitié à celle du vilebrequin. Et là, qu'est-ce que nous aurons là-bas maintenant? Nous aurons, par exemple, là-bas on dira l'angle de bossage. De la came d'admission sera égal à, on dit à AB. Or, oui, sera égal à AB. Mais tout d'abord là-bas, donnons d'abord la formule de l'admission. L'admission, nous savons qu'elle est égale à l'avance à l'ouverture d'admission plus 180 degrés plus le retard à la fermeture de la soupape d'admission. Et pour trouver l'angle de bossage de la came d'admission là-bas, donc on nous donne AB. Or, AB représente 180 degrés. Donc on peut dire AB ici représente 180 degrés plus IB. IB ici c'est, nous avons, on venait même de parler de ça là-bas, IB représente l'avance à l'ouverture d'échappement. Donc c'est comme si ici nous avons AB plus l'avance à l'ouverture d'échappement. Ou même là-bas, mais remplaçons AB par 180 degrés plus l'avance à l'ouverture d'échappement. Et ici on dit plus EB. EB ici, ça représente le retard à la fermeture d'admission. Plus le retard à la fermeture d'admission. S'il faut, je l'amène ici. Donc, on aura là-bas 180 degrés plus l'avance à l'ouverture d'échappement plus le retard à la fermeture d'admission. Mais là-bas, je mets point pour signifier qu'on n'avait pas fini là-bas. Pourquoi? Parce que si on dit tout ceci doit être égal à 90 degrés sur AB. Or, AB représente
une distance que le vilebrequin là-bas décrit un angle de 180 degrés. Donc, qui va nous donner, on peut dire, 90 degrés, c'est 1 sur 2, facteur de 180 degrés, plus l'avance à l'ouverture d'échappement, plus les retards à la fermeture d'admission. Si on compare cette formule ici avec la formule d'admission, qu'est-ce qu'on aura? 180 degrés, oui. Il est là. Nous avons l'avance à l'ouverture d'échappement. Est-ce que dans la formule de l'admission, nous avons une avance à l'ouverture d'échappement? Non. Et plus les retards à fermeture d'admission, c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous allons conclure par là? Nous allons conclure que la section 3 n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que la formule de l'admission d'abord n'est pas respectée. Même si on a respecté la moitié de l'angle qui est décrit par la came d'admission, mais on remarque que l'avance à l'ouverture d'échappement intervient dans la formule de l'admission, chose qui n'est pas réelle. On passe à la quatrième assertion. La quatrième assertion, là, on nous dit la course du moteur indiqué est égale à 4 multiplié par AB sur pi multiplié par l'alésage au carré. D'abord, AB représente quoi? Nous avons dit que AB représente la cylindrée d'un cylindre. Or, AB représente la cylindrée d'un cylindre. Nous savons que la cylindrée d'un cylindre est égale à la section du piston ou bien à la surface du piston multipliée par la course. Or, la section du piston est égale à pi multiplié par l'alésage au carré sur 4. Ce qui nous amène à dire ici que la section du piston là-bas va donner pi multiplié par l'alésage au carré sur 4 multiplié par la course. Mais nous cherchons quoi? La course. Ce qui va nous entraîner maintenant à dire quoi? Quand on fait le produit de moins le produit des extrêmes, 4K ça va là-bas, ça va monter. Donc on aura là-bas, quand on fait le produit de 4K, ça va là-bas, ça va monter. On aura cylindrée d'un cylindre multiplié par 4 est égal à pi multiplié par l'alésage au carré multiplié par la course. Et la course, quant à elle, sera égale aussi à la cylindrée d'un cylindre multiplié par 4 sur pi multiplié par l'alésage au carré. Et comme nous le savons, ou encore, on peut aussi dire que la course est égale à, comme nous le savons, la cylindrée d'un cylindre est égale à AB. Donc on peut dire que la course est égale à la distance AB multipliée par 4 sur pi multiplié par l'alésage au carré. Donc, quand on compare ce que nous avons démontré là-bas par rapport à ce qu'on nous a donné, on trouve que la section 4 est aussi bonne. Et on passe au tout dernier à section, on nous dit seulement que le point C vaut 50 degrés. Or, le point C d'abord, c'est quoi? Si on observe bien là où se trouve le point C est égal à l'avance à l'ouverture d'admission. Or, nous savons que l'avance à l'ouverture d'admission, pendant cette avance à l'ouverture d'admission, le vilebrequin décrit un angle variant de 0 à 65 degrés. Variant de 0 à 65 degrés. Et là-bas, on nous a dit qu'au point C, le vilebrequin décrit un angle de 50 degrés, ce qui nous amène à dire que la section 5 aussi est aussi bonne. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? C'est la section 3 qui est considérée comme une proposition fausse. Pourquoi? Parce que dans la section 3, on nous a parlé de l'angle de bossage de la came d'admission qui est égal à AB plus IB plus EB qui est égal à 90 degrés sur AB. Or, dans la formule générale d'abord de l'admission, c'est AOA plus 180 degrés plus RFA.
Mais quand nous avons remplacé l'avance à l'ouverture d'admission, le retard à la fermeture d'admission là-bas, nous avons trouvé que dans l'exercice qu'on nous a donné là-bas, l'avance à l'ouverture d'admission n'est pas donnée. Par contre, on nous a donné l'avance à l'ouverture d'échappement, chose qui ne peut pas se trouver dans la formule de l'admission. On termine par là, en ce qui concerne la correction de notre devoir. Pour ne pas perdre trop de temps, nous entrons directement au sujet du jour, l'électricité du moteur à explosion. Nous allons parler aujourd'hui de l'électricité du moteur à explosion. On sait tous que quand nous parlons de l'électricité, nous voyons l'énergie électrique. Évidemment, cette énergie électrique doit être fournie par une source. D'abord, avant de parler de cette source-là, nous devons savoir que tout système d'allumage à haute tension comprend deux circuits. Nous avons le circuit primaire et le circuit secondaire. Et maintenant, donc, nous devons savoir que tout système d'allumage à haute tension comprend des circuits. Quels sont ces deux circuits? Premièrement, nous avons ce que nous appelons les circuits primaires et nous avons aussi les circuits secondaires. Il faut bien suivre cette leçon. C'est pour les élèves des 6e mécanique générale, mécanique auto, mécanique machines-outils et 6e électricité. Parce que vous avez tous les cours de mécanique appliqués en 6e. Dans le temps, on l'appelait 6e, maintenant nous sommes dans la classe des 4e. Nous avons dit que tout système d'allumage à haute tension comprend des circuits. Nous avons les circuits primaires et les circuits secondaires. Je crois avec notre caméraman, il va nous aider à nous prendre l'installation que nous avons représentée là-bas. Cette installation, c'est l'installation du système d'allumage à haute tension. Et là, nous allons remarquer qu'à travers cette installation-là, nous avons des sortes de couleurs. Nous avons une partie qui est représentée par le marqueur noir et une autre partie qui est représentée par le marqueur rouge. Évidemment, nous avons représenté les circuits primaires par le marqueur noir et les circuits secondaires par le marqueur rouge. Qu'est-ce que comportent les circuits primaires? Pour ne pas perdre trop de temps, on parle directement du circuit primaire. Premièrement, dans les circuits primaires comportent la source du courant. En tout cas, si notre caméraman est en train de nous aider, la source du courant est représentée par BA. Par BA là-bas. Donc, BA, c'est la batterie d'accumulateur. Donc, nous avons d'abord là-bas le point, notre batterie ou batterie d'accumulateur. Batterie d'accumulateur. Représentée là-bas par BA. Donc, qu'est-ce que on peut déjà comprendre avec une batterie d'accumulateur? Nous devons savoir que la batterie d'accumulateur que nous avons là-bas, nous allons remarquer qu'on a mis même le signe moins et le signe plus.
la batterie d'accumulateur, c'est elle qui fournit le courant nécessaire dans les circuits primaires ou bien pour le lancement du moteur. Donc la batterie d'accumulateur fournit le courant nécessaire. Fournit le courant nécessaire pour le lancement du moteur. Pour le lancement du moteur. C'est-à-dire, tous les courants que nous avons dans un moteur, ce courant-là provient de la batterie. Donc la source du courant dans un moteur, c'est la batterie d'accumulateur. Et si, on peut quand même avancer, même si nous ne sommes pas dans le compte du cours des technomoteurs, mais nous savons que nous avons des sortes de batteries. Il y a la batterie à plomb et la batterie alcalin. Mais nous utilisons, souvent dans nos voitures, nous avons des batteries à plomb. Pourquoi? Parce que ce sont des batteries qui sont moins chères. Et nous devons aussi savoir que chaque batterie d'accumulateur comporte deux bornes. Nous avons la borne des pôles positifs et la borne des pôles négatifs. Mais pour éviter le désordre lors du montage, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va remarquer que la borne du pôle positif, son diamètre est plus grand par rapport à la borne du pôle négatif. Par exemple, là-bas, le diamètre du pôle positif, son diamètre est de 17,5 mm. Mais le diamètre du pôle négatif, son diamètre est de 15,9 mm. Donc, qu'est-ce que on peut retenir par là? On peut retenir que quand nous sommes en train d'observer très bien nos bornes, pour éviter les erreurs lors du montage, rien qu'avec l'œil nu, on peut déjà observer qu'il y a une borne dont son diamètre est supérieur à l'autre. Et le diamètre, la borne dont son diamètre est supérieur à celui de l'autre, ce diamètre-là, c'est un diamètre positif, le diamètre de la borne positive. Le diamètre de la borne négative, son diamètre est de 15,9 mm. Mais en guise de rappel aussi, mais comme je l'avais dit, même si nous ne sommes pas dans le cours du cours des technomoteurs, donc vous devez aussi savoir que non, on contrôle une batterie à l'aide d'un contrôleur des batteries et d'un pèse acide. Mais comme nous le savons, bien que la batterie est la source du courant dans un moteur, même nous, dans nos maisons, le courant qui nous arrive est transporté par des câbles. De même, dans un moteur, il y a des fils qui relient notre batterie d'accumulateur aux autres éléments. Et parmi ces éléments, quels sont ces éléments? Ce sont des fils. Le point I là indique qu'il y a intensité du courant qui passe. Il y a l'intensité du courant qui passe. Et s'il faut aussi noter que la tension du courant dans les circuits primaires est de 6 ou 12 volts. La tension du courant dans les circuits primaires est de 6 ou 12 volts. Mais pour que ce courant-là puisse traverser tous les systèmes d'allumage, il est relié aux autres éléments par des fils. Et les fils-là qui est relié à la batterie, on appelle ça enroulement primaire de la bobine, qui représente comme le point B. Enroulement primaire de la bobine. L'enroulement primaire de la bobine. Et dans cet enroulement primaire de la bobine que nous avons là-bas, quand on dit l'enroulement primaire, donc nous avons des fils ou des spires. Et là, le nombre de spires là-bas, dans l'enroulement primaire de la bobine, le nombre de spires ou de fils varie de
150 à 300. Et le diamètre de ces fils-là, le diamètre de ces spires ou de ces fils est de 0,5 à 1 mm. Donc, là, on remarque que nous avons l'enroulement primaire de la bobine, où une extrémité de cet enroulement primaire est reliée à la batterie d'accumulateur. Et l'autre extrémité est reliée au rupteur. Et ces fils-là sont en cuivre. À part ça, nous avons aussi un rupteur qui est là-bas, qui est le troisième élément de l'enroulement primaire de la bobine. Le rupteur, quant à lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il coupe le courant primaire. Il coupe le courant primaire dans des 6 ou 12 volts et induit une force électromotrice dans les circuits secondaires. Dans les circuits secondaires. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas dans les circuits secondaires? On va remarquer que non, quand le rupteur coupe, le rupteur ici, vous devez savoir, il est commandé par une cam tournante à vitesse moitié de celle du moteur. Et le rupteur là-bas, quand il coupe le courant primaire qui est de 6 ou 12 volts, qu'est-ce qu'on nous dit? Il va induire une force électromotrice qui va faire à ce que la tension du courant dans les circuits secondaires devienne 15 000 volts. Induit une force électromotrice dans les circuits secondaires et ce qui va faire que la tension du courant là-bas sera maintenant de 15 000 volts. À part ça, le dernier élément que nous avons dans les circuits primaires est un condensateur représenté par la lettre C. Le condensateur, lui, il ne joue que le rôle du réservoir électrique en absorbant le courant de self-induction. Donc, on va remarquer que le condensateur là-bas, il est monté à dérivation par rapport au rupteur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pendant que le rupteur coupe le courant primaire et induit une force électromotrice dans les circuits secondaires, le condensateur, quant à lui, il va maintenant absorber ce courant de self-induction dont il sert de réservoir électrique. Et vu que le temps est en train d'être imparti, donc dans les circuits secondaires, on a seulement deux éléments. Nous avons d'abord l'enroulement secondaire de la bobine. Et à part ça, nous avons la bougie. Nous avons aussi la bougie. On nous presse avec le temps, mais suivez. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà noter? Entre les deux enroulements, ou bien les deux bobines, entre l'enroulement primaire de la bobine et l'enroulement secondaire, ces deux-là sont mis en commun grâce à un noyau en fer. Et la tension du courant dans les circuits secondaires là-bas est, comme nous avons dit, est de 15 000 volts. Parce que cette tension qui a été induite par le rupteur. Et comme devoir, moi je vais vous donner, parce qu'on va se retrouver prochainement pour parler des moteurs polycylindriques, des moteurs à plusieurs cylindres. Mais vous allez seulement me donner comme devoir, je vous laisse me donner le rôle de la bougie. Donc, donner le rôle de la bougie. C'est ça, en principe, ce que nous vous demandons. Mais si vous voulez me contacter pour m'envoyer des réponses, toujours à plus 243 82 866 82 66. Nous sommes à la fin et nous vous demandons de rester toujours branchés à suivre la chaîne Éduc TV. Nous avons ici des bons techniciens, le service de régie est là pour vraiment vous accompagner. Nous avons notre coordonnatrice et notre directeur de programme qui ne vous décevront jamais. Restez branchés à suivre cette chaîne et nous avons aussi notre réseau www.vodaeduc.com. Mais n'oubliez jamais de respecter les mesures barrières parce que la maladie est là. Nous avons tous peur de cette maladie. Nous savons que nous souffrons déjà, mais respectons d'abord les mesures barrières, mais respectons ce que nous demandent vraiment
les gens des médias, le gouvernement, et nous serons de cœur avec vous. Nous vous aimons tous. Restez toujours branchés à suivre la chaîne éducative. Merci. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons.